Alors, bonjour, chers citoyens, chères citoyennes. Aujourd'hui, on va vous présenter la démarche du plan d'adaptation au changement climatique que la municipalité travaille depuis octobre dernier avec les employés municipaux, avec les élus, avec des groupes et aussi les organisations de notre communauté. Évidemment, cette rencontre aujourd'hui ou cette présentation, on aurait beaucoup aimé la faire en présence, en votre présence, en présence de citoyens, dans une salle ouverte, comme normalement on le fait d'habitude, mais évidemment pour des raisons que vous connaissez, nous devons procéder aujourd'hui via des moyens techniques et la visioconférence pour pouvoir vous en faire la présentation. Évidemment, malgré la santé publique, la crise de la santé publique, que nous vivons, la question des changements climatiques demeure d'une grande importance pour notre population. Et évidemment, les effets des changements climatiques que nous vivons depuis quand même, je dirais, depuis le début du présent siècle, iront en s'accentuant au fil des années. Ceci aura pour effet, évidemment, de modifier, de bouleverser nos habitudes de vie. Alors, l'évolution rapide du climat exige, puis va exiger encore de plus en plus, une gestion, je dirais, municipale, de façon à être plus alerte face à l'entretien, à la mise à niveau de nos infrastructures municipales et même aussi des services qui sont rendus à la population. Face à ce constat, évidemment, la municipalité prend des mesures pour mieux se préparer en réaction aux impacts sur la collectivité et ses actifs municipaux. Nous sommes conscients que l'intégrité et la pérennité même des infrastructures publiques, la qualité de vie, la protection et les services aux citoyens demeurent et demeureront vulnérables à ces changements climatiques. Alors, c'est dans cet esprit aujourd'hui qu'on veut vous présenter en fait, c'est les démarches ou les mesures qu'on va mettre en place. Et je vous invite à écouter et regarder la présentation de M. Régent Fortin, qui est une ressource engagée pour encadrer et mener à terme le mandat du plan d'adaptation. Alors, je vous laisse à la présentation de M. Fortin. Bon, merci, M. Martel, pour la présentation. Je pense que vous avez fait ça de façon très, très logique et très arrêtée. Écoutez, les changements climatiques, oui, effectivement, c'est un sujet qu'on va jaser de plus en plus avec le temps. Je crois que la démarche que je vais vous présenter cadre un peu dans cette optique-là de voir un peu anticiper qu'est-ce qui s'en vient, puis en même temps prendre les moyens, comme vous l'avez expliqué un peu tantôt. Je me présente, mon nom c'est Régent Fortin, je suis biologiste de formation et puis je travaille dans le milieu d'environnement depuis quand même très longtemps, depuis je vous dirais même ma jeune enfance. C'est quand même un point qui m'a toujours interpellé. Écoutez, je vais, dans la continuité de ce que M. le maire a dit, je vais essayer de vous présenter le plan d'adaptation parce qu'en fait, le plan il est quand même assez long à élaborer. C'est un processus de presque 1 an et demi. Fait que dans les prochaines diapos, je vais vous tenter là, de vous expliquer un peu qu'est-ce qu'il y en a. Bon, en fait, dans le plan de présentation, comme on le voit ici au tableau, il y a plusieurs volets qu'on va expliquer. Dans l'entrée de jeu, on va parler un peu pourquoi l'Anse-Saint-Jean à l'heure des changements climatiques. On va voir un peu le programme, dans quel programme on s'est intégré. On va parler des objectifs. On va se mettre en contexte aussi parce que c'est important de savoir pourquoi on s'est avancé dans ce projet parce qu'il y a un contexte mondial, un contexte local au niveau du climat que l'on vit, qu'on va vivre dans le temps. On va voir aussi les impacts des changements climatiques au niveau global parce qu'au niveau, on entend beaucoup parler dans les journaux, aux médias qu'il y a des événements climatiques extrêmes. Au niveau local aussi, on s'en rend compte par des petites manifestations.
On va parler également là, dans l'item D, la réalisation du plan et sa mise en œuvre. On va effleurer un peu comment est-ce qu'on va s'y prendre là, pour s'y rendre, pour en conclure. On va enchaîner avec les facteurs de réussite parce que c'est certain qu'au niveau de la réussite, c'est important d'avoir des éléments de base là, d'acceptation. Fait qu'on va en discuter un peu. On va parler également des actifs municipaux parce qu'il y a le projet en tant que tel, on vise vraiment les actifs municipaux. On parle des infrastructures municipales, on parle des bâtiments, des équipements. On va revenir là-dessus. On va également parler de la politique. La politique d'adaptation, c'est un peu la finalité de la présentation aujourd'hui parce que c'est quand même un point important dans l'endossement de la démarche. Fait qu'on va vous exposer un peu plus les détails là-dessus. J'aimerais attirer votre attention. Vous avez des numérotations de pages à chaque page PowerPoint. Ces numéros-là vont vous servir si jamais vous avez des questions ou des commentaires à proposer ou à me faire. Vous pouvez me noter le numéro de la page, ça va m'aider, moi, à me retracer là, dans votre questionnement ou vos commentaires. Fait qu'on va y aller de la première page. Écoutez, pourquoi qu'on fait cette démarche-là aujourd'hui? On a quand même un contexte de crise sanitaire. Je pense que le moment est quand même très propice de faire la réflexion des changements climatiques, entre autres l'adaptation. Parce que si on fait le lien entre la crise sanitaire et puis on peut parler de crise climatique, il y a beaucoup de ressemblances. On parle beaucoup de résilience, on parle beaucoup là, de gestes, de nouveaux gestes, de nouvelles façons de faire pour s'adapter puis passer à travers. Donc, c'est une des raisons pour laquelle on poursuit notre démarche de plan d'adaptation. Aussi, on est capable de voir aussi présentement, quand on regarde la crise sanitaire, c'est qu'on est capable de s'adapter. On a même beaucoup de gestes qui se font actuellement au niveau de la santé, au niveau des gouvernements, que les gouvernements sont capables de faire les gestes, puis prendre des décisions pour gérer une crise. Le moment aussi il est très bon. Si on regarde la crise économique également, qu'on commence déjà à regarder, c'est que c'est un moment qui a même une opportunité qu'on a là, justement de revoir nos façons de faire, puis d'essayer de diminuer là, l'empreinte carbone, en fait, les gaz à effet de serre que l'on émet tout le monde sur Terre. En même temps, c'est une manière aussi, par ricochet, pour les entreprises là, de profiter d'opportunités parce qu'on sait qu'il va y avoir du bouleversement à ce niveau-là. Fait qu'il y a des belles occasions qui vont s'offrir de nouvelles technologies, de nouvelles façons de faire. Fait qu'il va y avoir une ouverture beaucoup. Il y a quand même du positif aussi là, quand on parle d'adaptation. Pour ce qui est là, de comment est-ce que l'enseignant s'est intégré dans cette démarche-là, c'est que en fait, c'est un programme qui est national. C'est la Fédération canadienne des municipalités qui ont lancé un programme qui s'intitule Municipalités pour l'innovation climatique. Fait qu'on a déposé un projet. Ça, c'est parmi les centaines de municipalités au Canada. Et puis, on a été choisi parmi d'entre elles pour probablement la qualité du projet qui a été présenté. Et puis peut-être aussi, on est représentatif d'une certaine communauté. On est quand même un village avec 1200 de population. Fait que vous allez voir tantôt, après, là, je vais vous montrer les autres municipalités. On a quand même, on se démarque là, par rapport aux autres. On a aussi un niveau de résilience, je pense, qui est reconnu là, par tout l'historique de nos sinistres. Je pense que c'est quand même un facteur important. Comme je le mentionnais tantôt, c'est que l'objectif là vraiment du programme, c'est de faire un plan d'adaptation parce qu'il y avait un volet aussi au niveau de l'élimination des gaz à effet de serre, là, le changement climatique, mais la municipalité a cru bon de prendre le volet actifs municipaux. Ce programme-là, c'est une subvention salariale. C'est vraiment en fait, l'objectif, c'est de créer, de mettre une ressource en place pour être capable de mener à terme un projet d'adaptation qui est d'une durée de 16 mois. C'est un programme quand même qui est très exigeant au niveau des comptes, les échéanciers, il faut respecter le temps et les résultats. Il y a beaucoup de comptes à rendre. Donc, c'est un programme quand même très, très, très cadré, très strict. Je vous parlais tantôt des municipalités. Regardez, nous, là, j'ai 1100, je pense que c'est plus 1200, là, la population. En fait, si on compare avec les autres municipalités qui ont présenté un projet semblable, on voit que ça va de 150 000 habitants. On se démarque un peu au niveau là, de la grappe là, de représentativité. Mais on est peut-être un modèle à développer au niveau de notre dimension. C'est ça qui est intéressant à voir dans le projet. Au niveau de l'objectif, en fait, c'est ça, on va regarder l'objectif. Pourquoi on a décidé de s'embarquer dans un programme d'adaptation climatique?
En fait, c'est sûr que l'adaptation, quand on parle d'adaptation, c'est il faut s'adapter, il faut changer nos façons de voir les choses, nos façons de travailler. Ça va nous permettre là, d'élever notre niveau de résilience face aux éléments. Et puis, ça nous permet aussi de s'ajuster face aux changements parce que notre environnement est modifié par les changements climatiques, excusez. C'est qu'au niveau là, par exemple, la rivière Saint-Jean va se comporter différemment dans peut-être 20, 30, 40, 50 ans par rapport aux précipitations, par rapport à l'environnement général. Fait que ça nous prépare à ces changements-là. Puis en même temps, ben écoutez, ça nous permet aussi de se positionner pour aller chercher les opportunités. Parce qu'on est dans les municipalités probablement qui ont osé s'aventurer dans un projet. Je dis aventure parce que c'est quand même innovant, là. Mais ça reste quand même qu'il va y avoir des opportunités qui vont nous être offertes peut-être bien avant d'autres communautés. Fait que c'est un peu le pourquoi de la démarche. Comment est-ce qu'on va s'y prendre pour y arriver? Ben, écoutez, il y a plusieurs étapes là, qu'on peut réaliser pour atteindre l'objectif. On voit là dans un cercle là, avec des façons différentes. On parle de sensibilisation, on parle de politique, je vous en ai parlé un petit peu en entrée de jeu tout à l'heure. Il y a des technologies aussi qui sont offertes, il y a des outils qui vont nous aider à cheminer là-dedans. Et l'expertise externe, il y a des normes réglementaires. Fait que c'est tous des systèmes qu'on va travailler tout au long du projet. Puis, finalement, ce qui est important, c'est qu'au niveau du financement, nécessairement, il va y avoir de la recherche à faire, puis il va y avoir des programmes qui vont venir soutenir les futurs projets, puis ces modifications-là opérationnelles et institutionnelles. Bon, là, on va tomber dans une phase, là, on vous explique un peu c'est quoi le programme et dans quoi on s'est embarqué. Là, on va voir tout le volet au niveau du contexte, là, comment s'intègre dans le contexte climatique notre démarche. Vous allez voir, tout à l'heure, on va avoir plein de graphiques, vous allez voir des chiffres, là, des graphiques qui vont nous exposer ce qu'on a vécu dans le passé comme climat puis ce qui s'en vient dans le futur. Mais pour vous aider à vous situer, je vous recommande ou on vous présente un petit court vidéo qui va vraiment vous présenter l'état actuel de situation du climat mondial. C'est 4 minutes, c'est très bien fait, c'est bien exposé, je vous invite à l'écouter. Bon, nous allons poursuivre après cette vidéo. En fait, nous allons voir un peu les chiffres là, qui nous sont offerts au niveau... là, on parle plus global en entrée de jeu. On voit ici un graphique pour vous aider à comprendre un peu. Vous voyez ici, vous avez les années ici en bas jusqu'à dans 2100. Puis ici, vous avez les différents degrés qu'on peut atteindre jusqu'à la fin du siècle. Quand on regarde au niveau global, on nous prépare quatre scénarios. En fait, un scénario avec une diminution des gaz à effet de serre, c'est ce qu'on souhaite tous. Puis on parle aussi d'un scénario qui est négatif. En fait, c'est l'augmentation des GES dans l'atmosphère. Fait que si on regarde le scénario, dans le scénario moyen, là, on pourrait parler d'un 2 à 3, puis dans le scénario négatif, on parle de jusqu'à 4 degrés Celsius. Fait que ça, c'est quand même assez conservateur parce que les données actuelles, en tout cas, les dernières qu'on a eues les derniers mois, c'est qu'on aurait plutôt un scénario qui serait plus vers le scénario entre, vous voyez, le scénario qui est plus élevé, celui-ci. Mais écoutez, les années qui vont venir vont être importantes. On va pouvoir constater un peu l'orientation qu'on prend au niveau des émissions de GES. Au niveau local, on parle au niveau Québec, là, à la province de Québec. On a quand même des écarts un peu plus grands, si vous remarquez, par rapport à nos diapositives. On parle d'une augmentation jusqu'à maintenant, jusqu'en 2020, de 1,3 depuis les années 50-60. On parle de jusqu'à 7, parce que l'effet de serre va se faire sentir beaucoup plus dans les régions nordiques, pour les raisons qu'on est éloigné, souvent, nous autres, on est un continent, on est éloigné des zones, des grands océans, qui normalement tempèrent le climat. Fait que vu qu'on est dans les zones continentales, ben, les températures, les extrêmes sont plus grands, les écarts de l'élévation sont plus grands, donc on anticipe là, plus d'augmentation de température. Fait que pour un scénario quand même assez élevé, là, des émissions élevées pour un scénario négatif, mais on va voir plus tard, on va avoir à choisir un scénario, la municipalité, on va vous expliquer un petit peu le cheminement. On va se situer là-dedans, on va essayer du moins. Pour votre information, j'ai
on vous présente un peu le portrait là, des GES qui sont émis au Québec. Là. Ça, c'est les données 2016. J'ai essayé d'en avoir des plus récentes, mais c'est celles qui étaient disponibles. On voit là, que dans la tarte, là, on a le transport, l'industrie, là, c'est vraiment presque 75%, 3/4 des émissions au Québec. Puis on voit au niveau résidentiel les autres proportions. Ça fait que le gros de travail à faire au niveau des émissions, les émissions, c'est au niveau du transport et de l'industrie. Fait que c'est là-dessus que le gouvernement, en tout cas au niveau du Québec, on se penche là, depuis quelques années. Donc, ça vous donne un peu le portrait. Là, dans cette partie, je vais vous expliquer un peu la méthode, comment est-ce qu'on s'est pris là, pour faire la cueillette des données, surtout au niveau local, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent sur le net au niveau aussi de la recherche. Et puis, cela nous permet justement de faire des projections. En fait, le but de cette partie, c'est de vous expliquer comment est-ce qu'on peut être capable de prévoir le climat futur à partir des données qu'on a en main. On a des modèles là-dessus. En fait, regardez, vous les voyez sur le tableau, là, les données qu'on est allé chercher. En fait, c'est un peu une démarche logique. C'est qu'on a toujours dit là, que quand on est connaissant de ce qui s'est passé antérieurement, un peu les historiques des sinistres, puis les événements climatiques, on est capable un petit peu de s'imaginer un peu la suite des choses. On va voir des exemples un peu plus tard, là. Jumelé à ça, on a des modèles quand même, des tendances, des modèles au niveau mondial là, qui sont déjà disponibles, qui sont réalisés à l'aide là, des ordinateurs puissants, là, des algorithmes. On prend les données du passé là, en quantité par milliers, puis on est capable de faire des projections quand même assez précises là, sur d'ici la fin du siècle, ce à quoi au moins va rassembler la température. Là. Ça, c'est des ressources importantes. Au niveau régional, c'est la même chose, parce qu'on a beaucoup là, de postes d'observation météo. Fait qu'à partir de toutes les données passées, on est capable de reproduire la même tendance un peu des modèles mondiaux. Et puis, suite à ça, ben là, c'est là que devient un peu l'enjeu de faire un choix de scénario. Parce qu'on voyait tout à l'heure dans les échelles là, qu'on avait des scénarios négatifs, des scénarios modérés. Fait que on a eu des discussions là-dessus, on va le voir un peu plus tard, c'est qu'on va avoir un scénario à choisir là, pour faire nos projections, puis en fait, être capable de dire, nous, les projections nous disent, par exemple, on va avoir tel impact là, sur les infrastructures. Donc, si le scénario est plus ou moins prononcé, ben on va avoir des ajustements à faire au niveau des interventions, puis au niveau de la préparation du plan d'adaptation. Il y a également, on fait, ce qui nous aide aussi beaucoup là, à faire le travail d'estimation, c'est que de regarder les probabilités qu'un événement climatique arrive, comme ici dans le Bas-Saguenay. On le sait, là, que nos hivers sont très froids. On a des récurrences de précipitations, des fois par moment, assez intenses. Fait que, avec tout l'historique qu'on a jusqu'à maintenant, on est capable de voir avec les projections, les tendances, par exemple, au niveau des précipitations, les tendances au niveau, par exemple, des sécheresses, au niveau des températures. On va le voir un petit peu plus loin, là. Il y a quand même des chiffres très intéressants là-dessus. Là, on va vraiment parler des données. Là, on parle plus de données réelles. Là. Ce que je viens de vous parler, c'est un peu théorique. Puis là, on va vraiment voir les aspects au niveau local, Bas-Saguenay, Saint-Jean. Qu'est-ce que ça nous donne? Ce que ça nous donnait, puis ce qu'elle va nous donner dans le futur. Vous voyez, on va commencer par les températures moyennes. Là. Si on regarde le graphique, là, c'est un peu le même principe que les graphiques de tout à l'heure. Vous allez voir, les degrés sont installés, je crois, du côté droit ici de la présentation. Et puis là, vous voyez ici, il y a des lignes, en fait, là. Nous, on s'est basé, là, pour l'heure, avant de déclarer qu'on a un scénario moyen modéré, on s'est basé sur un scénario modéré. Fait que la ligne verte, en fait, ça représente les chiffres que vous voyez ici, là. Fait que si on regarde dans le passé, là, en 1960, on avait une température moyenne de 2,1 degrés, là, à l'échelle régionale. Et puis, en 2020, on a quand même une augmentation ici là, d'à peu près 1,3 à 1,7 degrés. Puis, quand on regarde les chiffres à long terme avec les modèles, on peut aller jusqu'à 6 degrés, plus 6 en 2100. Ça fait quand même un écart quand même assez important. Là. On parle de 2 à 3 ou 4 degrés de plus là, pour d'ici la fin du cycle. Au niveau des précipitations, toujours la même logique, avec un graphique avec la ligne verte, comme je vous parlais tout à l'heure. C'est que si on regarde un peu dans le passé, en 1960, on avait une moyenne de précipitation de 978 mm. La moyenne est passée à 1047 en 2020, puis 1109 en prévision d'ici la fin du siècle. C'est sûr que ça ne représente pas beaucoup d'augmentation là, quand on regarde la température. Mais vous allez voir tout à l'heure que
ces augmentations-là se font, mais de façon différente là, que de le passé. En fait, vous allez voir tout à l'heure, on a des récurrences de pluie intenses, subites, plus constantes, plus périodiques que ce qu'on avait avant. Au niveau du jour de gel, quand même, vous allez voir, les chiffres sont quand même assez importants. Dans un scénario toujours modéré. Si on regarde au niveau des jours de gel qu'on avait en 1960 de 202, on va jusqu'à 159 d'ici la fin du siècle. Fait que c'est quand même un gros écart. Fait qu'au niveau, par exemple, là, des croissances au niveau de l'agriculture, là, ça a quand même un impact là, quand même important. Donc, il va y avoir des adaptations là, à ce niveau-là quand même à faire. Au niveau des degrés-jours de croissance, ben, c'est quoi un degré-jour de croissance? En fait, le degré-jour de croissance, c'est un peu l'indice pour qu'un être vivant puisse croître et se reproduire. Un organisme a besoin d'une température minimale et maximum pour vivre. Je peux vous donner un exemple, par exemple, si on prend l'épinette. L'épinette a quand même un degré-jour assez bas comparativement, mettons, à une essence qui pousse au sud du Québec qui ne pourra pas pousser ici parce que les gels sont trop actifs. Ça ne permet pas à la plante ou à l'arbre de vivre ou se reproduire. Fait que le degré-jour, c'est un peu ça. On voit quand même qu'il y a des grosses augmentations. Ce qui signifie à ce moment-là qu'il va y avoir des grosses modifications. Il va peut-être avoir, vous allez voir, on va avoir des exemples tantôt, il va y avoir des migrations d'espèces, d'essences d'arbres plus vers le nord, des déplacements d'animaux. On commence déjà à avoir des exemples. On va voir un petit peu plus loin là-dessus. Et puis, là, je vous ai montré un peu les températures, c'est quoi qu'on prévoit dans le futur. Si on regarde au niveau de l'analyse en tant que telle, là, pour justement en venir à un scénario, on a quand même ressorti tous les événements climatiques et puis les climatiques et les événements sinistres qu'on a vécus, là, je vous dirais, depuis les années 85 à 2019. On a quoi? Vous voyez, j'attire votre attention surtout vers le tableau là, de droite. On voit le nombre qui est affiché, le type d'événement. On a répertorié 44 événements. En fait, les événements, on les a choisis lorsqu'il y avait un danger ou qu'il y avait un sinistre au niveau là, des impacts, s'il y avait un bris ou il y avait des coûts sociaux, etc. Fait qu'on les a tous ressortis. Ça nous en donne 44, dont les résultats en gros, là, on voit que ici, en tout cas à l'Anse-Saint-Jean, c'est qu'il y a un gros pourcentage sur des glissements de terrain qui ont été répertoriés en premier. Les vents violents qui reviennent. Les vents violents, moi j'ai remarqué, c'était plus dans les 15 dernières années, 10-15 dernières années, puis les pluies abondantes. Fait que ces données-là sont très importantes puisque ça nous permet d'orienter un peu nos actions, là. On le sait qu'au niveau des pluies abondantes, il va y avoir du travail à faire. Donc, dans nos plans, il faudra prévoir des mesures éventuellement pour faire face là, aux augmentations. Bon, à partir de ça, il a fallu qu'on détermine un scénario. En fait, notre scénario, c'est de dire est-ce qu'on prend les données plus extrêmes, les données plus positives dans le sens moins de GES. Fait que nous, on a déterminé un scénario qui est modéré. On a choisi ça parce que on pense que les tendances actuelles, les émissions des GES, vont probablement stabiliser, d'après les lectures qu'on en a faites. Puis d'ailleurs, si on regarde les petits nuages, là, ça nous permet de voir que pour l'année 2019, par exemple, là, les effets de serre ont stabilisé à l'échelle planétaire au niveau là, des énergies là, dépensées dégagées par les entreprises, tout ce qui est commerce. Là. Puis c'est sûr que cette année, là, ça, c'est un événement qui n'était pas anticipé. Là, au niveau du COVID, avec le ralentissement économique, c'est sûr que l'année 2020, ça va être un gros tournant au niveau des émissions. Là, on va avoir probablement une baisse. Là. On l'estime entre 5 et 15%. Ça restera à voir, mais c'est sûr que l'année 2020, il va y avoir une baisse quand même considérable d'émissions. Ça va dépendre aussi de la détermination des gouvernances à agir. C'est sûr que les gouvernances de par ce monde, c'est pas tous les États qui sont prêts à fournir l'effort ou l'investissement pour prendre le virage. Il va y avoir les avancées technologiques aussi qui apparaissent, là, on le voit dans les journaux, il y a beaucoup de recherches qui se font. Fait que ça aussi, ça va jouer quand même un rôle important. Et puis, il y a les données de modélisation qui évoluent là, dans le temps. Il y a beaucoup de recherches qui se font là, au niveau des prises de données. On va avoir sûrement des éléments qui vont nous éclairer là-dessus. Fait que, à partir de ces constats-là, on a retenu un scénario modéré.
Fait qu'en fait, on parlait tantôt entre 2 et 4, là, ça veut dire autour de 3-4 degrés. On pense que l'augmentation de la température jusqu'à la fin du siècle. En fait réel, dans le concret, qu'est-ce que ça va nous donner? On a fait, là-dessus, il y avait beaucoup d'informations au niveau Québec et au niveau canadien. Fait qu'on a essayé de tenir compte des données locales avec la météo. On a quand même été capable de voir un peu le tableau, là, ce serait quoi un peu le climat futur. Par exemple, on parlait tantôt pour une température plus élevée de 2 à 4 degrés. On parle naturellement dans la moyenne annuelle. C'est sûr qu'il ne faut pas se fier seulement aux données hivernales, là, parce que si on prend cette année, on a eu un hiver assez froid. Bon, il va surtout par les extrêmes. Là. On va avoir de plus en plus des hivers un peu anarchiques là, au niveau de la température froid. Et puis l'été va être de plus en plus chaude. Fait que les canicules vont être, au lieu des canicules, 3 canicules par été, on va peut-être en avoir 4, 5 avec des fréquences un peu plus longues. On prévoit des périodes de sécheresse un peu plus sévères et plus longues en été. On commence déjà à s'en rendre compte. Il y a certains puits, je pense, qui ont des problématiques là, d'approvisionnement en eau. Fait que ça, c'est une donnée qui va être de plus en plus dans le décor. Il va y avoir aussi les pluies diluviennes. Fait qu'on, au niveau des précipitations, on voyait qu'il n'y avait pas beaucoup de changements quand même par rapport à la fin du siècle. Là. Mais les précipitations vont être beaucoup plus abondantes dans des laps de temps courts. Donc, on va se retrouver avec des situations comme on voit sur l'image, des débordements de systèmes de réseau pluvial, puis des débordements certainement de cours d'eau. On estime aussi que les crues là, estivales et automnales vont être plus élevées. Au niveau hivernal, on constate là, que les crues ne seront pas nécessairement plus élevées ou les embarques parce que l'été, on voit souvent là, les gels tardifs là, fait en sorte que les cours d'eau gèlent plus tard. Fait que, ce qui permet un cours d'eau qui est dégagé plus longtemps en période hivernale. Fait que au niveau des crues, là, c'est le constat qu'on a fait. Si on regarde au niveau de l'enneigement, c'est quand même un aspect quand même on constate même encore un 17 avril. C'est que le secteur du Bas-Saguenay devrait être toujours très enneigé, même au niveau Québec, là, ça serait un des secteurs choyés. Fait qu'au niveau des sports de glisse, je pense que le Bas-Saguenay va avoir de gros avantages au niveau tourisme d'hiver. On prévoit des jours de gel et des gels plus fréquents en hiver. Bon, on le voit, des fois que les températures montent au-dessus de zéro, puis il y a des gros écarts. Donc, c'est sûr que c'est difficile pour les infrastructures municipales, entre autres les routes, les rues. Je pense qu'on est en mesure de le constater, là, particulièrement ces temps-ci. On parle aussi de vents violents et d'orages plus fréquents. En tout cas, moi, j'ai remarqué, moi, chez nous, là, je reste dans un secteur assez élevé. Les vents on constate que les vents sont de plus en plus puissants. Puis même au niveau de la météo, on a des alertes de plus en plus qui nous indiquent là, des vents, des fois de puissance à 80-90. Fait que c'est une réalité là, qui nous rattrape également. Au niveau de la rivière Saguenay, écoutez, les changements climatiques, ça va amener nécessairement une élévation du niveau des mers et des océans, puis on est connecté par la rivière. Donc, on va avoir un rehaussement au niveau de l'eau de la rivière. Fait que donc, c'est sûr que ça va avoir des impacts. Puis des gels plus tardifs au printemps, à l'automne, excusez. Puis ce qui va retarder nécessairement là, le démarrage là, de la pêche blanche. On l'a vu cette année, même une annulation là, de l'activité. Fait que c'est tous des phénomènes nouveaux qui, normalement, avec le temps, vont devenir récurrents puis vont s'installer de façon permanente. Fait que c'est un peu le portrait là, de la météo qui nous attend là, pour les 20, 30, 40, 50 prochaines années. Là, on va parler d'impact. C'est sûr que tout ça, ça avait des impacts dans nos vies, ça avait des impacts un peu partout. Fait qu'on va voir au niveau global, en fait, au niveau général, tous les pays vont subir ces contre-coups-là. On les subit déjà en partie. Puis on va finir avec les impacts locaux. Bon, au niveau global, là, on l'a constaté, une hausse globale de la température sur la scène mondiale. C'est sûr qu'il va y avoir des augmentations d'événements météorologiques extrêmes, on le voit. Il y a beaucoup de tempêtes de plus en plus puissantes, les ouragans. On parle de fonte de glaciers, augmentation du niveau des océans, puis des sécheresses plus sévères. En fait, c'est pas mal les constats là, au niveau des impacts là, dans notre environnement. Au niveau des impacts également, au niveau de la biodiversité, ça va avoir nécessairement des répercussions. Biodiversité, infrastructure,
économie et santé. Je pense que les images parlent de par elles-mêmes, là. Fait que ça va toucher à peu près toutes les sphères. Donc, on va avoir à s'occuper un peu de tous les aspects là, pour essayer de s'adapter. Au niveau local, si on y va de façon un petit peu plus fine, là, au niveau local, on parle de santé publique, on parle d'écosystème, de biodiversité puis d'économique. On voit un petit peu les images, là, on va les raffiner un petit peu plus dans les suivantes. Là. En fait, on touche beaucoup d'aspects. Au niveau, par exemple, santé publique, là, c'est sûr que les maladies infectieuses vont être transmises, il va y en avoir de plus en plus. Je fais quand même un parallèle avec le COVID-19. Là. C'est certain que le rapprochement, la température fait en sorte que les virus se promènent plus, ils se déplacent du sud vers le nord. À ce niveau-là, il va y avoir des impacts. Plus de pollen, plus d'allergies. Il y a même certaines personnes, il y a une certaine angoisse par rapport à ça, au niveau du stress, culpabilité. Il va y avoir aussi intoxication au niveau des puits d'infection parce que plus la température augmente, plus augmente la température de l'eau également. Donc, il y a des risques là, d'infection, d'intoxication. Les coups de chaleur, naturellement. Nous autres, quand même, ici, dans nos régions, on est un petit peu, je vous dirais, un peu mieux positionnés que les grandes villes comme Québec ou Montréal, les villes plus au sud. Il va y avoir quand même des impacts, mais nos impacts vont être moindres par rapport à d'autres régions. Si on regarde au niveau des écosystèmes, là, au niveau des cours d'eau, nous, ça va nous affecter quand même. Au niveau, par exemple, la quantité d'eau, les récurrences des eaux subites, là, ça va nécessairement beaucoup influencer le tracé, par exemple, du cours d'eau, de la sédimentation, la température de l'eau, l'érosion des berges. Fait que ça, c'est sûr que tous ces phénomènes vont avoir des impacts, là, par exemple, sur la faune, le saumon, par exemple. Au niveau là aussi de la foresterie, il va y avoir les conditions de croissance vont être modifiées. Bon, si vous regardez par exemple le petit graphique à droite du Québec, là, ça c'est les zones climatiques, les zones là, de boréales, les divisions. Fait qu'il va y avoir une certaine migration là, vers le nord de certaines espèces. Fait qu'il va y avoir une modification là, de la composition de la forêt. Les feux de forêt également, ça va impacter. C'est sûr, les étés en étant plus sèches, ben, nécessairement, quand il va y avoir orage, ben, il va y avoir des dangers supplémentaires de feux de forêt. Puis, disponibilité au niveau de la faune. C'est sûr que ces perturbations-là vont faire en sorte que la nourriture va être moins abondante pour certaines. Là. Fait que ça va nécessairement influencer là, la composition là, de la faune animale. Il va y avoir des migrations également à ce niveau-là. Au niveau de la biodiversité, on parlait tantôt de pathogènes. Là, je vous ai mis l'exemple là, de la tique, l'orignal. On voit de plus en plus à chaque année l'orignal qui est atteint par cet insecte-là. Fait que ça, c'est des stress de plus là, pour les animaux, en fait. La végétation également, il y a certaines infestations. Il peut y avoir des chenilles qui peuvent attaquer certains arbres. Il va certainement avoir des modifications. Il va y avoir des migrations d'espèces, comme je le mentionnais tantôt, à cause du manque de nourriture. Les espèces vont se déplacer sur le territoire. Puis la compétition également va faire en sorte que de la migration va forcer certains individus à se déplacer. Puis c'est sûr que si on regarde au niveau des extinctions d'espèces, oui, il va y en avoir. Il va y en avoir qui vont se déplacer, l'adaptation est plus facile. Par contre, d'autres vont être remplacés par des espèces là, qui vont venir de d'autres comtés. Fait qu'il va y avoir un certain équilibre à faire, mais ça va être quand même une grosse modification au niveau de la biodiversité. Au niveau économique, oui, nécessairement, oui, ça va avoir des impacts. Si on prend, par exemple, au niveau touristique, nous, ici, la municipalité, c'est quand même un aspect important de notre économie. Il va y avoir une perturbation, mais il va y avoir par contre des opportunités, puis ça, c'est important de le mentionner. C'est sûr que la température va augmenter, la saison touristique va sûrement s'étirer dans le temps. Fait qu'il va y avoir certaines activités qui vont en profiter, d'autres moins. Fait que je pense que ça va être une question d'équilibre. Il va y avoir beaucoup d'adaptations à faire au niveau tourisme. On va voir peut-être un peu plus d'exemples tout à l'heure, quand on va parler vraiment d'exemples concrets au niveau du plan d'adaptation. Puis nécessairement, il va y avoir des emplois qui vont se payer, il va y en avoir qui vont se créer. Tu sais, en entrée de jeu, on parlait tantôt que
c'est une des possibilités, des opportunités qui vont s'offrir aux gens d'affaires ou à l'économie là, de se repositionner. Ça fait que je pense que ça va s'équilibrer là, au niveau des impacts économiques. Bon, écoutez, si on prend vraiment un exemple concret, là, nous, on parlait de tourisme tout à l'heure au niveau de l'an Saint-Jean. Par exemple, au niveau des canicules qui vont être plus longues l'été en prévision, là, plus fréquentes, c'est certain qu'au niveau nautique, au niveau de ces activités-là, les baignades, les kayaks, ça va être favorable parce que les températures sont plus agréables là, pour ces pratiques-là. Il va y avoir certains inconvénients. C'est sûr qu'au niveau, par exemple, des installations, les restaurations, les aubergistes qui n'ont pas de système de climatisation, ben, ça va peut-être les forcer là, à se mettre à niveau. Ça, c'est certains inconvénients. Au niveau des vents violents et des orages plus intenses qu'on constate, tous les gestionnaires, par exemple, d'activités extérieures, on prend le kayak de mer. Moi, je suis un aimant de ce sport-là. C'est que quand on fait une sortie, s'il arrive un violage, les violages sont de plus en plus fréquents, donc on va avoir nécessairement au niveau du gestionnaire à s'informer au niveau de la sécurité des utilisateurs. Fait que les gestionnaires devront être un peu plus alertes. Ça, c'est des adaptations là, qu'il faut mettre à niveau. Il va y avoir aussi beaucoup d'augmentation au niveau des activités extérieures en ayant moins de périodes de grandes pluies, plus de sécheresse, plus de température chaude. Nécessairement, l'activité extérieure va être plus bougeante, là, plus intense. Fait que ça, c'est une opportunité. Par contre, au niveau des sécheresses, il peut y avoir des problématiques au niveau, par exemple, quelqu'un qui a un bateau amateur ou un bateau de croisière où il va y avoir certaines limitations parce qu'il va y avoir des niveaux d'eau qui vont être bas. Fait qu'au niveau de l'accostage, il va y avoir certains ajustements à faire. Fait que c'est sûr qu'on voit là, que les petites subtilités du climat vont faire en sorte qu'il va falloir vraiment changer certaines habitudes là, pour sécuriser les gens, puis même attirer aussi les gens, parce que les gens sont très frileux sur la sécurité. Là, on vient de passer quand même une étape là, avec beaucoup d'informations au niveau du climat, entre autres, là, puis des impacts et ce qui s'en vient. Là, on va passer à l'étape réalisation du plan d'adaptation et sa mise en œuvre. On va vous expliquer en gros, là, sans trop mettre ça lourd, comment est-ce qu'on s'y prend, puis vers où qu'on s'en va avec ça. Là, vous avez quand même un tableau qui explique quand même assez bien là, les grandes étapes. Là. En fait, la première, c'est sûr, c'est de s'installer une équipe, là, une équipe en place avec certaines compétences, avec certains partenaires, avec aussi un plan avec des livrables. Ça, c'est la première étape. La deuxième, un coup que ça s'est mis en place, on a l'information en main. Là, on se met en mode évaluation des impacts du climat actuel. C'est ce que je vous expliquais un peu tantôt, avec les modélisations, les tendances et tout ça. Après avoir fait cette étape-là en étape 2, en fait, c'est définir les impacts potentiels. Il y a beaucoup d'informations là-dessus qui ont déjà été avancées. En fait, au niveau actif municipal, il y a quand même des impacts qui sont prévisibles. Si on parle, par exemple, au niveau des infrastructures, mettons, l'aqueduc et l'égouts, on le sait que les changements climatiques au niveau gel-dégel, un exemple, ça va nécessairement demander des ajustements. Donc, les impacts vont être retenus pour tous les équipements, toutes les infrastructures. Ça, c'est une étape quand même importante versus les vulnérabilités. Un coup, ça s'est passé. On est capable d'apprécier les risques. En fait, là, c'est de prendre le parc d'équipements d'infrastructures puis d'être capable là, de faire une analyse pour donner un niveau de risque. Parce que selon le risque, on va en conclure, on va faire des interventions sur les risques qui ont plus d'impact, par exemple, soit sur la santé publique, soit sur les services. Ces niveaux de risque vont être établis là en fonction de ces paramètres-là. Fait qu'après ça, on va être capable de dire, bon, on s'enligne vers un plan ou des interventions prioritaires à certains niveaux. À l'étape 4, on va essayer de gérer le risque en priorisant, comme je viens de vous le dire. On va avoir des options. Là. On va avoir un plan avec plusieurs possibilités. C'est certain que si au niveau financier, par exemple, il y a trop de coûts faramineux, ça demande trop, à moins que ce soit vraiment un risque qui soit très, très élevé, on va intervenir. Fait que ça, la priorisation des options est quand même la dernière étape là, avant là, de faire une production d'un plan et puis de le réaliser et sa mise en œuvre.
Ici, là, je fais un résumé un peu, là, les étapes, là, c'était présenté en bloc, mais là, on voit un peu plus de façon logique de ce que ici on fait à la municipalité. T'sais, en phase 1, on fait une phase de recherche, d'analyse, planification, comme je le mentionnais. On a un échéancier quand même là, de novembre 2019, c'est le moment du départ, du début du projet, jusqu'en octobre 2020. On devrait être en mesure de faire les cinq premières étapes. Là. On parle de caractérisation, modélisation, analyse des impacts, plan d'adaptation, puis l'acceptabilité sociale qui est quand même très importante. En fait, acceptabilité sociale, l'exercice qu'on fait aujourd'hui, c'est un peu cet exercice-là, d'informer la population, puis de vous tenir de vous tenir au fait. La phase 2, qui va débuter en principe en novembre 2020, devrait s'échelonner jusqu'en 2021, qui est la fin de ce plan de réalisation du plan. Il va y avoir de la formation du personnel, l'acquisition des outils. Il va y avoir de la recherche de partenariat pour financer les projets, mise en œuvre des actions et des projets. Puis on va voir dans le temps une évaluation au fur et à mesure là, avec des indicateurs, des objectifs qu'on s'est donnés. On a un petit exemple ici de plan d'adaptation. Ça, c'est la municipalité de Lillet qui l'a réalisé. En fait, on voit un peu ce que ça représente là, avec les engagements, description, objectifs, indicateurs, comme je vous mentionnais tantôt, la durée des échéanciers. Puis ça va ressembler un petit peu là, à ce tableau-là. Fait qu'on va avoir ça va être validé là, par l'ensemble de la population aussi à la municipalité. On a quand même un comité qui nous supporte là, pour faire la démarche. Les facteurs de réussite, en fait, oui, c'est quand même un bon mandat, mais il faut se donner quand même les chances de réussir. Il y a plusieurs facteurs qu'il faut considérer. En fait, comme je vous disais, on a un comité au niveau des connaissances. On a un comité qui a été mis en place, comité aviseur scientifique d'adaptation, composé là, de plusieurs représentants là, du milieu. On a l'Université du Québec à Chicoutimi, on a la CEPAC, on a un élu municipal, la MRC, on a l'OBV, on a le CRE, le Conseil régional de l'environnement. En fait, plusieurs gens qui viennent un peu nous encadrer puis nous éclairer dans les choix qu'on fait au fur et à mesure. On a le comité technique aussi municipal qui est en entrée de jeu. C'est le comité qui vient vraiment valider les premières informations qu'on cueille, qu'on transmet ensuite au comité aviseur. Donc, c'est quand même deux comités là, de pierre angulaire là, pour les décisions. Puis on a quand même les organismes du milieu qui ont déjà été rencontrés. On en a fait plusieurs. Vous avez dû les voir affichés là, sur le site Internet de la municipalité. On a eu quand même une bonne participation. On a écouté les commentaires des gens, on les a notés. Puis ça vient un peu nourrir notre avancement puis nos idées. On a les considérations du milieu, des facteurs du milieu qui sont très importants. C'est sûr qu'avant de décider de réaliser ou faire nos choix dans notre plan d'adaptation, on va tenir compte des facteurs sociaux, économiques et environnementaux. On ne peut pas passer à côté. Au niveau économique, par exemple, c'est certain que si on a des projets, mais on se rend compte que ça demande trop d'efforts financiers, bien, on va avoir à prendre des bonnes décisions. On va y aller avec analyse à ce moment-là. On a l'acceptabilité sociale du projet qui est très important. On a déjà des démarches de fait avec nos représentants municipaux, les employés, des formations, on a des échanges qui ont été faits. Au niveau citoyen, on a des regroupements, comme je vous disais un peu plus tôt, on a rencontré les organismes. On vous rencontre aujourd'hui pour vous présenter le projet. On a les organismes communautaires, puis le milieu des affaires. Fait qu'en fait, c'est tous des gens qui participent là, de près ou de loin là, au cheminement là, du plan. Je vais vous parler un petit peu des gestion des actifs parce que c'est vraiment le point central là, de la démarche du plan. C'est quand même important. Je vais vous expliquer un peu à quoi ça consiste les actifs, puis c'est quoi une gestion des actifs dans un contexte de changement climatique. Ben, si on regarde la définition, ben, un actif, là, j'en ai déjà parlé un petit peu en entrée de jeu, c'est vraiment l'ensemble là, de tout ce qui est des infrastructures municipales. On parle des véhicules de transport en commun, les équipements, les parcs, les terrains, puis les bâtiments. En fait, c'est la gestion, on parle de gestion de ces actifs-là. Puis quand on parle de gestion, on parle souvent de bonnes pratiques. Quand on est bon gestionnaire, généralement, on veut que tout notre parc d'infrastructures, de bâtiments soit bien géré, dans le sens que
au niveau de l'État, au niveau des risques associés au niveau des travaux, des rénovations, de l'entretien. Fait que quand on réussit à maîtriser tous ces éléments-là, on est capable de faire une bonne gestion. Fait que c'est bon pour la municipalité, pour l'ensemble des citoyens également. Les avantages, en fait, quand on a une bonne gestion, on est capable, on a une meilleure connaissance, en fait, de nos actifs au niveau de la qualité et au niveau de la quantité. C'est sûr que quand on sait d'avant qu'est-ce qu'on a en termes de répartition, ça nous aide à la décision. Ça nous permet aussi d'anticiper des risques. Lorsqu'on a fait une analyse de risque, puis on connaît très bien nos actifs, on est capable là, de prévoir des bris. Fait que prévention indique nécessairement des économies, puis beaucoup moins de problèmes là, au niveau de la gestion. Aussi, ça nous aide aussi à nous orienter dans nos décisions parce que dans le milieu municipal, on a souvent des projets, on a souvent des planifications financières. Quand on a un meilleur état de situation là, de nos actifs, ça soutient la prise de décision. Ça assure également les citoyens. En ayant une gestion très, très stricte, les citoyens s'en trouvent nécessairement rassurés parce que l'état de nos routes, l'état général est sous contrôle. Ça mobilise également l'équipe municipale parce que quand on fait une bonne gestion, c'est plus agréable de travailler dans un contexte où est-ce que l'information est contrôlée, l'information également est bien plus. Et puis les économies, nécessairement, il s'ensuit des économies à grande échelle. Je mentionnais un peu tantôt au niveau de la main-d'œuvre, au niveau là, des coûts. Je vais vous donner quelques exemples là, rapidement là, au niveau là, de qu'est-ce qui peut être fait là, une bonne gestion des actifs. On voit par exemple ici, là, dans la photo, il y a comme une érosion qui se fait au niveau des rives. Là. On peut faire même allusion ici à la rivière du Saguenay. C'est que, par exemple, en ayant une bonne gestion, on est capable de voir qu'il y a un risque d'érosion. On peut prévoir un aménagement, par exemple, d'infrastructures de protection. Ce qui fait qu'on va prévoir l'expansion d'érosion. Fait qu'à ce moment-là, on va limiter les dégâts, puis en même temps, au lieu de faire d'investissement dans le futur qui est beaucoup plus élevé, on va prendre le problème à la source dès le début. Donc ça, c'est de la bonne gestion. C'est un peu de l'anticipation. Ça, c'est des exemples là, de gestes d'action du plan d'action. On prend au niveau de déneigement, on sait que les conditions climatiques hivernales, la neige est de plus en plus abondante. Quand on fait, mettons, des prévisions financières, au lieu d'y aller sur des années moyennes de précipitation ou les moins neigeux, c'est de prévoir justement les sous pour les hivers les plus neigeux, comme cette année, l'année passée. Je pense qu'on a des bons exemples là, de bonne planification là, des services. Puis l'exemple 3, ici on parle on parle par exemple au niveau des débordements des cours d'eau. Situation qu'on devrait vivre de façon plus récurrente. On peut, par exemple, prévoir à certains endroits qu'il y a des débordements qui peuvent avoir des dégâts sur les bâtiments ou les équipements. On peut prévoir, par exemple, des conduites à plus gros diamètre. On sait qu'on a établi déjà des diamètres dans le passé en fonction des données du passé, mais là, on sait que maintenant, avec l'augmentation de la pluviosidité puis des coups d'eau rapides, on va avoir à modifier nécessairement prévoir des conduites adaptées. Là, on a parlé vraiment de travaux d'infrastructure, mais je pense que le soutien financier, c'est un aspect très important aussi là, à considérer. On va sûrement regarder tous les programmes qui vont être mis en place. Il y en a déjà, on a des exemples ici. Là. On a par exemple le programme de soutien à l'intégration et à l'adaptation au changement climatique pour les municipalités, le PIAC. On a même une demande qui est en cours là, pour une étude sur le comportement de la rivière Saint-Jean d'ici la fin du siècle. En fait, on veut un peu anticiper là, comment est-ce que la rivière va se comporter là, au niveau là, du débit, au niveau aussi là, de sa positionnement là, dans le temps. Là. Fait que ça, c'est quand même des données importantes qui nous aident. Puis c'est des programmes subventionnés en partie. Il va y avoir aussi au niveau des gestions des actifs des programmes qui sont disponibles, Fonds municipal vert, que tout le monde connaît, et qui vont nécessairement inclure des projets pilotes, des projets d'immobilisation d'infrastructures. Puis le Fonds vert du gouvernement du Québec, là, il y en a deux. Il y en a un canadien, puis il y en a un qui est provincial. Fait qu'il va y avoir certes d'autres qui vont être mises à disponibilité des municipalités avec ce qu'on vit actuellement. Je pense qu'on va avoir besoin d'une relance au niveau économique
Je peux vous dire qu'en tout cas, au niveau de la municipalité, on va être probablement bien positionné là, pour faire des demandes dans des programmes comme ça. Je vais terminer avec la politique d'adaptation au changement climatique. C'est quand même un aspect là, qui, je dirais, un bon prérequis pour la poursuite de notre démarche. En fait, là, l'objectif de la politique, là, c'est vraiment là, d'arrimer, en fait, là, ça nous permet de nous arrimer au programme, puis en fait de nous faire un cadre de travail, c'est de nous donner les principes, de nous donner les limites aussi. D'ailleurs, le politique va être disponible sur le site Internet de la municipalité. Vous allez avoir l'occasion de le lire. C'est quand même, on vous demande de le lire parce que c'est quand même un outil important. Là. Vous allez comprendre vraiment en détail là, tout la démarche qui s'en vient. Fait que c'est quand même une politique qui va être normalement adoptée par la municipalité, je crois, au début mai. Fait que c'est important que vous en preniez connaissance. Je vais vous donner un peu le survol. Vous voyez, c'est un peu le résumé là, de la politique. Là. On parle de transformation du mode de gestion municipale. Vous avez les cibles. Là, je ne reviendrai pas sur tous les éléments parce qu'on en a déjà discuté un peu. On a l'acquisition des nouveaux outils. En fait, c'est un peu les étapes logiques. La première partie, par exemple, la transformation, c'est vraiment un peu les étapes là, de notre plan d'adaptation. Après ça, il va y avoir des actions à faire. Au niveau de l'acquisition des outils, par exemple, caractérisation des outils, des actifs plutôt. On va intégrer ces outils-là dans le cadre du travail des employés, dans la formation. Ça, c'est les deux premiers blocs de travail. Il va y avoir de la sensibilisation du public au changement climatique, toute une sensibilisation qui va devoir se faire dans le temps. Il va y avoir d'autres séances publiques qui vont être organisées. Puis il va y avoir également de l'information transmise aux élus parce qu'ils sont à l'affût quand même de l'avancement du projet. Et puis en finalité, là, la réalisation du plan d'adaptation, là, avec toutes les étapes là, du début, l'inventaire de sinistres, aller jusqu'à la mise en œuvre. Là. Fait que vous pouvez le consulter, vous allez avoir beaucoup de détails sur le document du plan. Bon, ben moi, ce serait pas mal tout ce que j'aurais à vous dire aujourd'hui pour le plan d'adaptation, le projet. Moi, ce que je vous invite, c'est qu'après la lecture d'aujourd'hui, c'est que si vous avez des questions ou si vous avez des commentaires à faire, à m'écrire à l'adresse là, que vous voyez à l'écran. Moi, je vais me faire un devoir de vous répondre à chacune des demandes. Fait que, en terminant, je vous remercie pour votre écoute. Ça a été un peu long, un petit peu lourd, mais je pense que c'est un sujet qui va être à regarder beaucoup dans les années à venir. Puis je pense que vous avez un conseil municipal qui est très alerte et puis qui devrait certainement vous orienter puis vous répondre à d'autres questions également. Fait que sur ça, merci. Bonne fin de journée. Alors, comme vous l'avez remarqué à la fin de la présentation, il est question ici d'une politique d'adaptation au changement climatique que la municipalité va adopter au mois de mai prochain. Alors, cette politique permet d'encadrer la démarche qui va nous mener en fait au plan d'adaptation climatique qui va être le résultat en fait de toute une consultation qu'on va mettre en place à compter du 20 avril jusqu'au 1er mai. Alors, on vous invite de consulter la politique et d'en prendre connaissance puis de la commenter. C'est très important de nous faire parvenir vos commentaires et aussi vos suggestions pour nous mener, évidemment, à élaborer le plan d'action ou le plan d'adaptation plutôt, qui va être notre document de base de travail pour la mise en place des adaptations dans notre municipalité, dans nos infrastructures municipales et dans nos services. Alors, je vous remercie infiniment et encore une fois, on compte sur votre implication pour enrichir toute notre démarche qui est en cours présentement à la municipalité. Merci beaucoup.